Je suis une personne lambda. C'est sûrement ce que vous vous dites, vous qui nous écoutez. Vous pensez sûrement que les histoires que vous allez entendre n'arriveraient jamais à quelqu'un de lambda comme vous ? Eh bien si, nous les racontons chaque jour dans nos journaux. Et chaque dimanche dans ce podcast, Lambda, écrit et réalisé par les journalistes de Centre France. J'ai grandi au milieu des années 70 au Congo, à Kinshasa, au sein d'une grande famille côté paternel. Les oncles et les tantines étaient plus d'une quinzaine et nous, en tant que petits-enfants, on était plus d'une vingtaine. Moi, plus je grandis, plus je montre mon tempérament à cette grande famille. Je montre mon comportement extraverti et têtu parce que je ne fais jamais les choses comme les autres. J'aime la flore, j'aime m'évader à la forêt et j'aime cette liberté-là. Et c'était hors de question de m'imposer l'éducation scolaire et même l'éducation tout court parce que je faisais complètement à l'envers de ce qu'on voulait de moi. Par exemple, je grimpe sur une tour de 210 mètres de haut. À cette période-là, j'ai 4-5 ans. Et la famille est folle d'inquiétude pour moi, parce qu'ils ne savent pas comment gérer cet enfant qui est débordé d'énergie. J'ai plein d'énergie à revendre, et donc pour moi, c'est impossible de rester en place. Il faut que je bouge, il faut que je m'évade, et je suis la liberté, j'aspire à la liberté. Donc pour moi, suivre l'éducation scolaire, rester enfermé en classe, c'est impossible. C'est impossible parce que je n'y arrive pas. Et puis, à partir du moment où, lorsque mes parents se séparent, mon père décide d'aller s'installer en France. Ma mère, qui vivait au sein de mes grands-parents paternels, elle décide d'aller s'installer auprès de ses parents. Et moi, à partir de là, je vais commencer à être ballotté entre les deux familles. Ma liberté va prendre de plus en plus de la place, en fait, parce que bien souvent, je suis livré à moi-même. Et ça, j'adore. Donc, l'école va cesser à partir de là. Et je m'éloigne même très loin de mon quartier de Ndjili, en faisant plus de 30 kilomètres à pied pour aller ramasser les plastiques usagés à l'aéroport et les vendre au marché. Étant donné que je suis livré à moi-même, c'est un moyen pour manger, pour vivre. Je voyais ma vie comme ça. Et puis, à un moment donné, mon père décide que ça suffit, avec la pression de la famille, et il me place dans un camp militaire, le camp Seta, qui est à 15 kilomètres de mon quartier de Ndjili. Le camp Seta, centre d'entraînement de troupes aéroportées. Nous sommes chez la petite sœur de ma belle-mère, donc je vais rester là pendant 3 ans. C'est vraiment un environnement particulier parce que il faut respecter des règles, mais moi, je n'écoute pas les instructions. Je m'éloigne de plus en plus du camp jusqu'au moment où je me fais saisir par 2 militaires. Et puis là, ça va être une violence extrême. Premier trauma. C'était quelque chose que je n'avais jamais connu. C'était d'une extrême violence. Et ça m'a enlevé une partie de moi. J'ai eu, au moment où j'ai vécu ces violences-là, une totale absence, en fait, de moi, comme si j'étais parti loin. Après, je suis revenu à moi et j'avais des douleurs extrêmes telles que je n'ai jamais connues. Je me suis réfugié en moi-même. Donc, moi qui avait, entre guillemets, le verbe facile, mais aucun mot, aucune phrase ne pouvait sortir. Le monde, depuis ce jour-là, avait changé. Parce que on m'avait toujours répété auparavant qu'on vit dans un monde dangereux, mais moi,
J'avais un comportement extrême et je ne voulais pas en entendre parler. Mais à cause de cette expérience-là que j'ai vécue, je me suis rendu compte que, effectivement, nous sommes dans un monde dangereux, qu'il fallait que je fasse très attention à mon comportement. Je reste presque 3 ans au Canceta et mon père a fait en sorte de faire venir ma belle-mère au camp pour qu'elle puisse me ramener en direction de l'Europe, en France. J'arrive en France, j'ai 9 ans. Je suis dans un autre monde. C'est comme si j'atterrissais dans une autre planète. J'arrive pas à y croire, en fait. Je débarque complètement dans une autre planète. Je dis, c'est pas possible. On est vraiment différents, quoi. Il parle vite, il parle extrêmement vite. Donc, et puis la nourriture, c'est vraiment différent de notre nourriture. La salade, et puis il y a tellement de choses, mille et une choses qui nous différencient, que je me dis, c'est ici que je veux vivre, c'est ici que je veux faire ma vie. Lorsque j'arrive en France, j'ai 9 ans, et puis au sein de cette nouvelle famille, un frère et une sœur, et mon père, qui était vraiment extrême, le plus sévère que vous puissiez imaginer. Bien que je suis atteint des troubles sévères du langage, c'est plus fort que moi. Il y a cette partie de moi qui est extravertie, qui est obligée de s'exprimer. Et bien souvent, je disais à mon père, je disais, « Papa, tu as quitté le Congo, un grand pays comme le Congo, dans une grande maison, c'est pour être dans un studio étroit, c'est con. » J'en veux à mon père parce que il y a eu cette coupure-là entre le Congo, mon départ en quittant le Congo en direction de la France. Et je ne comprenais pas, même si beaucoup plus tard, j'ai compris en fait qu'il il a rempli son rôle en tant que parent. Mais moi, sur le moment, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu de m'avoir tiré du Congo pour me ramener dans un pays où je ne me sens pas le bienvenu. Et puis, être enfermé dans un bâtiment, dans un appartement étroit, le froid, la nourriture, donc tout le contexte, tout ça. Alors, la relation que j'ai avec mon père, c'est mon père, il est adulte, mais moi, il faut savoir que comme j'étais pendant un certain temps livré à moi-même, je me considère comme un enfant adulte. Donc, on est à égal à égal. Et tout ce que lui pouvait me dire en termes de l'éducation, en termes de discipline, en termes de règles, moi, je lui disais, moi, j'ai d'autres règles. Alors, qu'est-ce qui me pousse à partir, à quitter la maison, à me sauver? C'est les violences extrêmes de mon père, parce que mon père se rendit compte qu'il ne pouvait pas me raisonner comme ses enfants qu'il avait élevés depuis tout petit. Et donc, le choix que j'ai dû faire, c'était soit de rester et puis ça allait mal se terminer, soit partir. Donc, je préférais partir parce que ça devenait extrême suite aux violences de mon père. Je suis content. Je me bats de cette prison à ciel ouvert et je retrouve ma liberté. Et peu de temps, mais très vite ça, je me rends compte de cette dure réalité. Je suis dehors, le froid, la faim. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que je mange souvent des choses que je trouve par terre. Je fouille les poubelles. Et ça a développé également aussi des traumas, le froid à dormir dans des cages d'escalier, la peur, une peur extrême de l'inconnu, qui m'arrive en fait quelque chose, parce que je pensais que j'étais solide, mais lorsque je me retrouve bien seul, je me rends compte que en fait, je ne suis pas aussi fort que je ne le pensais. Puis au moment où je décide de partir de la maison, je ne parle pas du tout le français, aucun mot, aucune phrase. Mais je me suis adapté,
je parlais par le langage des signes, en interaction avec les gens, pour leur demander à manger. Donc, globalement, j'ai réussi toujours à me faire comprendre. Et puis, la première fois aussi que les policiers m'ont repéré, ils se sont rendus compte très vite que c'était un cas compliqué et qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, en fait, à ce moment-là. Et puis, ils me ramènent au commissariat. Je passe une nuit dans un contexte compliqué pour moi, parce que je dors quand même dans une cellule. Je suis un enfant. Et après, je vais passer une batterie de tests à l'hôpital suite à mes blessures. Et c'est là où ils vont décider que je sois pris en charge par l'aide sociale en France suite aux nombreux tests qu'ils ont fait de mes blessures, de mes traumas. Mon premier foyer, il est dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Au départ, lorsqu'au moment où j'arrive, je suis sauvé, je suis tellement content. Et puis, les jours passent, je me rends compte que je rentre dans un environnement qui va être compliqué parce que je suis confronté à une certaine réalité concernant les enfants qui ont subi des attouchements, de violences extrêmes, différemment de ma personne, différemment de moi, en fait. Et je dis, waouh, j'ai pensé que j'avais subi certaines choses, ben là, c'est vraiment le cas. Les jours, les semaines passent, je me rends compte que certains, je dis bien certains éducateurs qui sont censés exercer ce métier de cœur, certains malheureusement font également des attouchements auprès de ces enfants-là déjà qui ont vécu auprès de leur famille des choses abominables en fait. Et je dis, oh là là, c'est pas possible. C'est ici que je vais passer des années. Oh, je croyais être sauvé en sortant d'une situation, mais en fait, je rentre dans un environnement qui va être compliqué, très compliqué, très compliqué. Et je me suis dit, j'ai intérêt à garder la tête froide, j'ai intérêt à faire sortir le meilleur de moi, parce que sinon, je vais plonger. Donc, à l'âge de 15-16 ans, au moment où j'intègre mon premier foyer, c'est impossible pour moi d'intégrer une scolarité normale parce que j'accumule les mandats. Un alphabète, qui a les troubles sévères du langage et en plus qui est bègue. Et il faut déjà que j'arrive à retrouver une certaine équilibre. Je commence vraiment à vouloir, petit à petit, faire le travail sur ma personne, notamment à essayer de déchiffrer lorsque je suis confronté à des affiches publicitaires, à essayer de comprendre comment je peux réussir à lire par ma propre volonté, au-delà des séances qu'on me faisait suivre, en fait. Je reste au foyer jusqu'à mes 20 ans. Au départ, la relation avec mon père, il y avait eu un moment de rupture. Et l'aide sociale en enfance a fait le nécessaire que je puisse réintégrer le cadre familial. Donc un week-end sur deux, j'allais chez mon père et c'est lors de cette occasion-là que je suis tombé un samedi sur Charles Perrière. J'étais en train de faire mes katas, je suis pratiquant d'arts martiaux, le karaté Shotokan. Il m'a approché, il a bien aimé ce que je faisais et il m'a parlé des fondateurs de l'art du déplacement et j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, même si avant, plus ou moins, j'avais pratiqué le parcours en grimpant sur les véhicules et les camions au Congo, mais c'était pas structuré comme il était en train de m'expliquer, en fait. C'est inexplicable, mais j'ai senti que c'était ma chance. Il fallait que je saisisse cette chance-là. Et puis par la suite, il m'a présenté aux autres fondateurs. Alors, le parcours a été créé pas par les fondateurs, mais le parcours existe depuis la nuit des temps. Mais la seule chose que les fondateurs qui pratiquaient avant moi, parce que moi je suis venu après, c'est vraiment, ils ont remis au goût quelque chose qui existait déjà
et ils l'ont ramené à un niveau très haut de l'exploit physique. Et après, j'ai été initié avec les fondateurs, Yann Notre, David Bell, Sébastien Foucan, et qui, chacun était différent, chacun avait une façon de faire différente, qui m'a permis par la suite de me rendre compte de la possibilité par rapport à la forme de corps que j'avais, que c'était possible, moi à mon tour, que je puisse faire comme ces garçons en fait. Par exemple, j'ai appris à sauter du premier étage, comment amortir le choc. On enchaîne une petite roulade qui permet d'amortir le choc. Et petit à petit, je me suis rendu compte comment on arrive à sauter du premier étage, du deuxième étage, grâce à une roulade. Et puis depuis ce jour, on ne s'est plus jamais quitté. Ils m'ont permis de voir une autre vision de la vie. Et que les choses étaient possibles parce qu'on avait des capacités extraordinaires qu'il fallait que j'exploite ces capacités-là que j'avais, autant psychologiques que physiques. Ils m'ont vraiment permis d'être sur la voie rapide de l'autoroute et j'ai fait le nécessaire pour m'améliorer de plus en plus pour que je puisse justement être dans leur maison au même niveau en fait. J'ai entre 19 ans et 20 ans. Les projets avec les fondateurs se dessinaient de plus en plus. On décide de rentrer dans le milieu artistique. Lorsque je me rends compte que j'ai cette possibilité-là de pouvoir en faire mon métier, je quitte le foyer. Je décide de quitter le foyer à ce moment-là. Donc, on commençait à faire notamment de nombreux shows, des spectacles. Et puis, on a eu une chance incroyable que le spectacle Notre-Dame de Paris cherchait des artistes acrobates qui avaient une particularité comme le nôtre. Ils nous ont proposé d'intégrer la troupe. Et puis c'est vraiment à partir de ce moment-là où les portes se sont ouvertes pour nous dans le milieu du spectacle en fait. Notre-Dame de Paris, c'était incroyable parce que jamais on pensait qu'avec cette discipline, le parcours, qu'on pouvait être projeté comme ça dans des grands spectacles et que les gens pouvaient être intéressés. On se retrouve tout d'un coup dans le milieu du spectacle avec un décor énorme, avec des chanteurs, avec des artistes comme Garou, comme Hélène Ségara. C'est extraordinaire. On est complètement dans ce milieu du spectacle. C'est un rêve, c'est un rêve éveillé. Ça me permet de m'intégrer, ça me permet de voir à ce moment-là une vision différente de la vie, que je pouvais sortir de ce cadre-là, vouloir absolument cette liberté-là, que, en fin de compte, dans la vie, il y a des règles, il faut respecter ces règles-là, où que tu sois, en fait. Et après avoir eu cette chance, en 99, de faire Notre-Dame de Paris, un grand spectacle immense, on a pu nous proposer, en tout cas, d'autres projets. On a pu nous proposer, on a pu nous faire confiance. C'est notamment grâce à Notre-Dame de Paris qu'on a pu être repéré par Virginie Sella, la femme de Luc Besson. Et Luc Besson nous rencontre. Et là, c'était incroyable. Dans son bureau, on se retrouve face à Luc Besson, tous alignés. Et il nous demande, les gars, il nous encense des compliments et puis il nous demande, les gars, vous allez me rendre un service. Et nous, on se dit, mais quel service? Pour nous, c'est vraiment le réalisateur. Laurent Bleu, Nikita, Cinquième élément, de grands films comme ça. Mais il se trouve que tout simplement, il nous dit, les gars, vous allez me rendre un service, vous allez incarner les ninjas dans Taxi 2 et puis après, j'enchaîne votre film. Bien avant de tourner, il y a eu cette phase de préparation, comment on allait réagir face aux caméras, comment on allait incarner nos personnages en tant que super-héros. Donc il y a eu ce travail-là. Et puis moi, ne sachant pas lire, j'ai pu, en parallèle, pour la compréhension du scénario, trouver une personne qui m'a décrit les phrases et les mots, que moi, après par la suite, j'ai dû mémoriser
pour réveiller des émotions, justement, en fait, l'intégrer. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Et après, effectivement, on enchaîne notre film parce que ça se passe très, très, très bien. Le tournage se passe à Marseille et on a tous participé. Ça, c'était notre condition qu'on a donnée à Besson et ça s'est très bien passé. Je pense qu'à ce moment-là, c'était un test que Luc Besson nous avait fait pour voir comment on allait se comporter dans le milieu artistique. S'il pouvait avoir confiance en nous dans le cadre cinématographique. Après, on a enchaîné le premier film dans des conditions aussi extra. Ça s'est très bien passé. Et c'est même lui, Besson, à cette période-là, qui a fait en sorte qu'on puisse être sponsorisé avec la marque Puma, quand même. C'était une chance incroyable. Au moment où le film sort dans les salles, je passe par cette phase de personnes inconnues hier et aujourd'hui connues grâce au film. C'est extraordinaire l'impact que les films ont sur les gens. On est dans le quatre coins du monde et puis je profite de quelques semaines que j'ai pour faire mon premier voyage au Congo. J'ai quitté ma mère à l'âge de 6 ans, j'avais plus de nouvelles et maintenant elle va retrouver un jeune homme qui a 24 ans. C'est extraordinaire parce que je suis accueilli comme le Messie, en fait. Parce que maintenant, j'ai l'argent, j'ai les possibilités que je n'avais pas jusqu'à présent. J'ai la possibilité de m'acheter bon nombre de choses, de lui acheter également bon nombre de choses. Donc, elle qui m'avait plus revu jusqu'à l'âge de 6-7 ans, c'est le choc. Après, Les Fils du Vent, qui a moins bien marché que le premier Yamakasi de Luc Besson, puis j'ai décidé de monter une société de production. Moi, j'ai toujours été intéressé par la chorégraphie, le mouvement, et donc ça faisait pas mal d'années déjà, j'initiais les jeunes. Ça me permet notamment de monter des spectacles comme au Futuroscope, le Cirque du Soleil, et après d'autres groupes, d'autres structures moins connues. Donc j'ai fait ça pendant des années. Au moment où je suis devenu metteur en scène, chorégraphe, j'ai ma société de production événementielle avec les jeunes. Je me sens très bien parce que j'aime vraiment la transmission, j'aime créer, j'aime le côté artistique et ça me permet en parallèle, comme j'ai pas la possibilité de pouvoir enchaîner des longs métrages, comme ça a été le cas avec les fondateurs, avec le groupe, moi, ça me permet de continuer ma passion. En 2009, je décide de changer les choses. Je me dis, j'ai des enfants, les enfants ont déjà un certain âge et je suis très critique du système alimentaire, notamment les pesticides. Tout ce que nous mangeons, ça a un impact direct dans notre vie, dans tout ce que l'on fait au quotidien. La nourriture, c'est comme un médicament. Il ne faut pas avoir fait l'ENA, en fait, pour le comprendre. Et j'en parle à ma femme, tout simplement, je lui dis, pourquoi on ne deviendrait pas agriculteur? Pour elle, c'était hors de question. J'ai dit, mais si, nous aussi, on a la possibilité de proposer vraiment quelque chose qui tienne la route en tant qu'éleveur de porc plein air, par exemple. Sur le moment, pour elle, c'était hors de question. Ce que j'ai fait, je suis parti en 2017. Pendant toutes ces années-là, de 2009, j'ai étudié comment je pouvais mettre en place un projet qui tienne la route. Et pour le montrer à ma femme, je suis parti au Congo. J'ai mis en place un élevage de porcs. Puis après, ma femme a vu que c'était possible. On a choisi la Haute-Vienne parce que on est vraiment dans l'équilibre. On est presque au centre. Hein. Donc, et puis le foncier est accessible. Et donc, la Haute-Vienne, c'est magnifique, quoi. L'endroit, c'est les Balofs, les balles de foin, donc les Balofs. Et il y a 30 hectares d'un seul tenant. Donc, en tout, on a 80-90
Port. C'est dans ce contexte-là, ça fait 1 an que j'ai commencé à écrire. J'arrive à un âge où je suis un peu plus posé et donc je suis au bon endroit pour écrire mon autobiographie. Et ça a été une thérapie également. Et après, comme j'ai une cousine qui a été aussi placée, qui connaît très bien ma vie et qui m'a conseillé, m'a dit mais Guilain, tu devrais écrire. Il faut que tu le fasses parce que les gens qui ont vu le film, ils s'imaginent même pas tout ce que tu as pu traverser et donc il faut le mettre à l'écrit, ça. Même si les gens ne s'en rendent pas compte me concernant, parce que lorsque j'ai affaire aux gens, leur repère c'est le film. Mais moi, le repère que j'ai, ce n'est pas le film. C'est le parcours de cet enfant-là qui n'a jamais été à l'école, mais qui montre que on peut faire des grandes choses. C'est ça qui est important, en fait. Le fait que je sois là, en train de parler, en train de m'exprimer, mais en fait, les gens, ils s'imaginent même pas à tel point c'est miraculeux. Alors, comment ça se passe, l'écriture ? Alors, le matin, comme j'ai de la chance de dormir peu, donc je travaille en général à 2 à 3 heures du matin. Donc, je me lève, je fais mes exercices d'étirement, et puis après, j'ai 4 heures de séance de lecture. Comment je vais réussir à lire les dialogues, à lire les scénarios, à force de chercher, et soudain, une solution m'est venue. Il faut que j'utilise ma mémoire photographique, ma mémoire affective de mes traumatismes pour apprendre les mots et les phrases avec l'aide de quelqu'un qui va me décrire les mots et les phrases et les émotions que je suis censé avoir pour justement réussir quand même à lire. Et là, je commence à écrire. Donc, j'ai commencé d'abord à écrire à plus de 1000 pages en lingala et après, je l'ai réécrit en français. Une fois que j'ai écrit mon autobiographie, ce qui était important avant tout, c'était que mon expérience, ça puisse porter au plus grand nombre. Si je m'en suis sorti aujourd'hui, parce que c'est le cas, hein, je m'en suis sorti pour moi. Peut-être que je n'ai pas atteint une certaine richesse pour les uns et pour les autres, mais pour moi, d'où je viens, si je regarde comme rétroviseur en arrière, je me suis sorti. Et puis le message de mon autobiographie, c'est faites des efforts nécessaires. Lorsqu'on ne veut pas faire des efforts, tout reste bloqué. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on est dans cette vie-là, pour faire des efforts, c'est des expériences. Ne cherchez pas oui, c'est quoi mon projet de vie ? Il n'y a pas de projet de vie. Votre projet de vie, c'est de vivre. C'est aujourd'hui, vous faites un métier et demain, ça peut être un nouveau métier. C'est de vivre. Vous venez d'écouter Lambda, un podcast produit par Centre France. Si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles sur les plateformes de streaming, parlez de nous et n'hésitez pas à nous raconter votre histoire lambda en commentaire ou à l'adresse podcast au pluriel @centrefrance.com. À bientôt.